Ce soir, recours à la loi sur les mesures d'urgence pour mettre fin au convoi de camionneurs. Ottawa lance une enquête indépendante. L'analyse de nos politologues Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Guerre en Ukraine. Quel rôle pour le Canada dans une éventuelle crise alimentaire mondiale? La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, est avec nous. Est-ce que la Banque du Canada a trop tardé à relever son taux directeur? On pose la question au sénateur et économiste Clément Gignac. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Le gouvernement Trudeau lance une enquête indépendante sur le recours à la loi sur les mesures d'urgence lors de l'occupation d'Ottawa par le convoi des camionneurs l'hiver dernier. Le mandat de cette enquête portera sur l'évolution du convoi, les impacts de son financement et de la désinformation, de même que sur les conséquences économiques et les efforts des forces policières avant et après la déclaration d'état d'urgence. Ottawa avait fait valoir à l'époque que le recours à la loi sur les mesures d'urgence était nécessaire pour permettre aux autorités de déloger les camionneurs et empêcher les blocages de postes frontaliers. Et aujourd'hui, nous annonçons cette enquête que nous avons créée. Nous avons créé la commission d'urgence sur l'ordre public, une enquête publique indépendante, et que le juge Paul Rouleau sera le commissaire. Les Canadiens peuvent avoir confiance dans le travail que fera le juge Rouleau avec les outils et le mandat qui lui ont été confiés pour examiner à la fois les circonstances qui ont mené à la situation d'urgence et les mesures prises pour y mettre fin. Je discute de cette enquête indépendante et de ses impacts potentiels avec nos politologues en résidence, Geneviève Tellier et Daniel Bélan. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Il faut préciser d'abord que le gouvernement Trudeau n'avait pas le choix, en fait, de lancer cette enquête. Il était obligé de le faire par la loi même sur les mesures d'urgence. Et aujourd'hui, c'était la date limite pour lancer donc l'enquête en question. Geneviève, qu'est-ce qu'il faut en penser d'abord? C'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi avoir attendu à la dernière minute. Même moi, je l'avais complètement oublié, cette enquête-là, alors que c'était un sujet majeur. Est-ce que 2 mois, c'est trop? On verra. Maintenant, on peut comprendre aussi le gouvernement de vouloir avoir pris du temps pour choisir la personne qui va présider la commission d'enquête, fixer un peu les modalités. Donc, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais est-ce qu'il fallait attendre jusqu'à la dernière minute? On peut très bien poser la question. Faut pas oublier qu'il y a eu d'autres événements entre-temps. Hein. Bon, premièrement, la guerre en Ukraine, ça a été un gros morceau. Le budget aussi qui a été présenté. Alors, peut-être que là, on a toute la place pour en discuter comme on le fait ce soir. Donc, c'est pas si inquiétant que ça, mais il était temps qu'on déclenche cette enquête. Ouais. Daniel, sur le mandat de cette enquête indépendante, bon, ça va porter sur l'évolution du convoi de camionneurs, les impacts de son financement, les conséquences économiques, le travail des policiers, la désinformation. C'est très large. On peut s'attendre à quoi, au juste? Oui, bien, on va le découvrir seulement probablement au mois de février de l'année prochaine. Ça va être un travail, c'est la date limite, là, c'est le 20 février 2023. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont oublier justement toute cette histoire-là pendant que, évidemment, le commissaire Rouleau fait son travail. Je pense que c'est un peu une boîte à surprise parce qu'on n'a jamais fait ça. C'est la première fois qu'on invoque cette loi qui a été adoptée en 1988 et c'est la première fois qu'on doit mettre en place donc cette enquête publique pour examiner les raisons de cette invocation. Alors, c'est vraiment une sorte d'expérience qu'on tente pour la première fois et ça peut réserver des surprises. Oui, parce que Geneviève, Daniel le dit, c'était la première fois qu'on évoquait au Canada la loi sur les mesures d'urgence. On avait invoqué son ancêtre, la loi sur les mesures de guerre, notamment lors de la crise d'octobre 70, mais pas la loi sur les mesures d'urgence. Ça a été un recours controversé, le moins qu'on puisse dire, au moment où on a eu recours à cette loi-là au mois de février. Est-ce qu'on peut parler d'un premier grand test pour cette loi sur les mesures d'urgence et son utilisation dans le futur? Ah oui, très certainement. Alors, comme Daniel l'expliquait, ça a été adopté en 86 et depuis, on ne l'a jamais utilisé. C'est vrai qu'on voulait moderniser les lois précédentes et on avait d'ailleurs ajouté cette disposition-là d'une enquête par la suite pour justement faire la lumière puis voir si la loi est bien conçue. Donc, c'est un peu un exercice d'humilité en sachant très bien que c'était des circonstances
circonstances exceptionnelles et de voir si le cadre juridique convient bien à ces circonstances-là. Oui, ça va être un test. Maintenant, est-ce que ce test-là va être partisan? Ça va être la question qui va se poser dans un an quand on va présenter les résultats de l'enquête. Ouais. Est-ce que le gouvernement a bien fait les choses? Oui, non. Alors, il va y avoir beaucoup d'interrogations pour chercher des réponses à ces questions-là. Oui, justement, Daniel, quelles pourraient être les conséquences politiques de cette enquête sur le gouvernement Trudeau? Écoutez, probablement on n'aura pas les résultats demain matin, donc ils ont le temps de prévoir ça. Je pense que c'est sûr que si le commissaire en arrive à la conclusion que c'était pas nécessaire d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence, ça pourrait évidemment créer des problèmes politiques importants pour les libéraux. On ne sait pas dans un an, ou pas dans un an, mais dans 9 mois, qui va être le leader du Parti conservateur. Ben, si c'est quelqu'un comme Pierre Poilievre qui se dit un défenseur de la liberté individuelle, ben, c'est sûr que ça va faire les choux gras de l'opposition, surtout des conservateurs, une telle conclusion. Mais si le rapport final considère que l'invocation de la loi sur les mesures d'urgence était logique ou justifiée, bien dans ce cas-là, les libéraux vont bien s'en sortir. Oui, Geneviève, jusqu'à quel point ça pourrait être difficile pour le gouvernement Trudeau de défendre son application de la loi, vous pensez? Bien, ça l'est déjà difficile parce qu'on conteste déjà la décision d'avoir utilisé cette loi-là. Puis, ce qui est assez surprenant, c'est qu'on vient de finir 2 ans de pandémie sans avoir invoqué la loi de cette loi-là, alors qu'on était aussi dans une situation exceptionnelle. Et donc, cette fois-ci, on l'invoque. Alors, est-ce que c'était justifié? Aussi, ce que disait Daniel, je pense aussi ça illustre bien le problème pour le gouvernement Trudeau. Si on est dans un monde polarisé, comme on risque de l'être, parce que ça faisait pas consensus non plus de l'invoquer Pierre Poilievre pour commencer, qui avait été manifesté avec les camionneurs, ben là, ça va risquer peut-être de prêter flanc à la critique. Donc, on n'a pas ce consensus-là, cet appui-là majoritaire derrière cette loi-là. Elle était contestée, son application a été contestée. Et aussi, on ne connaît pas les effets de cette loi-là. Alors, il va y avoir des poursuites judiciaires contre différentes figures qu'on a vues dans ces manifestations-là. Qu'est-ce qui va en résulter aussi? Donc, ça aussi, ça va être des interrogations qu'on va avoir. Oui. Cela étant dit, Ottawa a choisi une enquête publique, mais n'était pas tenu de le faire. Daniel, est-ce qu'on peut s'attendre à une enquête transparente? Ben écoutez, ça va dépendre du juge Rouleau, mais on va avoir des audiences publiques, il va y avoir un débat public là-dessus. Donc, peu importe le contenu du rapport final en tant que tel et de ce que va dire le juge Rouleau dans son rapport, je pense que le processus en tant que tel va être intéressant et va permettre justement aux Canadiens et Canadiennes de s'exprimer sur ce qui s'est passé au mois de février, donc de cette année, et aussi de discuter de la loi en tant que telle, la loi sur les mesures d'urgence, et peut-être de modifications potentielles qu'on pourrait apporter à l'avenir. Donc, c'est un peu terra incognita. On n'a jamais fait ça. On n'a jamais utilisé cet outil-là avant. Et c'est la première fois qu'on a ce genre de commission d'enquête après coup, évidemment. Alors, on va apprendre beaucoup de ce processus-là, je pense, et comment peut-être mieux faire les choses à l'avenir. Geneviève, le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, a confirmé que le juge Rouleau va pouvoir avoir accès à des documents classifiés, mais il a refusé de préciser s'il aura accès à tous les documents classifiés ou encore juste à une partie des documents classifiés. Est-ce que ça laisse planer des doutes sur la transparence du processus? Oui, il faut qu'il y ait accès à tous les documents, classifiés, pas classifiés. Ce n'est que comme ça qu'on va avoir plus confiance, davantage confiance dans les résultats de cette enquête-là. Ça ne veut pas dire que le commissaire doit tout dévoiler, puis effectivement, il y a des choses qui peuvent rester secrètes, puis il y a aucun problème avec ça. Mais si effectivement, on lui limitait l'accès à certains éléments de preuve, là, effectivement, ça viendra entacher la crédibilité, puis surtout la transparence de la commission d'enquête. Donc, c'est pas une partie de plaisir, c'est pas une promenade dans le parc, comme on dit, là, pour le gouvernement libéral. Il va falloir vraiment qui se soumettent à cet exercice démocratique-là de transparence et qui justifie publiquement ces décisions. Et après, ben nous, les observateurs, la population, on va pouvoir se faire une tête soi-même sur les raisons, si elles étaient bonnes ou non, de l'invoquer. Oui. Daniel, vous le disiez tout à l'heure, le juge Rouleau a jusqu'au 20 février 2023 pour déposer son rapport devant le Sénat, devant la Chambre des communes. Est-ce que vous pensez qu'on aura, en bout de ligne, toutes les réponses au terme de cette enquête?
C'est difficile à dire. Il y a toujours des questions qui restent en suspens après une enquête comme ça, mais je pense que le juge Rouleau a beaucoup de temps devant lui. Il va pouvoir vraiment rencontrer beaucoup de gens et vraiment, il a du pain sur la planche, évidemment, mais j'ai bon espoir qu'on va en apprendre davantage sur les facteurs qui ont conduit le gouvernement à prendre cette décision-là, qui est des décisions exceptionnelles d'invoquer la loi sur les mesures d'urgence et que ça devrait nous aider pour comprendre un peu cette loi-là et comment on pourrait l'utiliser à l'avenir, peut-être la modifier aussi pour qu'on puisse vraiment apprendre un peu, tirer les leçons de l'expérience qu'on vient de vivre, qui était assez traumatisante. Le moins qu'on puisse dire. Geneviève et Daniel, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Alors que la guerre en Ukraine entre dans son 3e mois, une crise alimentaire se dessine à l'horizon. La Russie et l'Ukraine sont de grands producteurs de céréales et leurs exportations sont bloquées en raison de ce conflit. Le Canada, également grand producteur de blé, surveille cette situation de près et pourrait venir en aide à certains pays qui font face à une pénurie éventuelle. Je retrouve la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir. On sait que l'Ukraine et la Russie sont considérés comme de véritables greniers à céréales pour plusieurs pays dans le monde. Ce sont de grands fournisseurs de blé, d'orge, de maïs. Alors, jusqu'à quel point les effets de cette guerre sur une éventuelle crise alimentaire mondiale, ça vous inquiète? C'est sûr que ça va avoir un impact, même déjà, parce que ce sont de grands fournisseurs. J'ai eu l'occasion de m'entretenir lors d'une rencontre des ministres de l'Agriculture du G7 avec le ministre de l'Agriculture de l'époque en Ukraine. Et il nous expliquait à quel point les producteurs là-bas étaient sous pression, pour dire le moins. Ils ne sont pas au champ, mais ils sont au front. Ils ont dû fournir certains équipements, du diesel, mettre à disposition de l'armée. Il y a des attaques directement sur les infrastructures agricoles, donc c'est sûr que l'Ukraine ne peut pas même s'approvisionner, produire pour sa propre consommation, et encore plus difficile d'exporter étant donné que le port, entre autres, est grandement détruit. Alors pour des pays comme le Bangladesh, le Liban, l'Éthiopie, c'est la perte d'un fournisseur très, très important. Alors on essaie justement de voir dans quelle mesure est-ce que nous et d'autres pays pouvons pallier à ce manque de céréales, entre autres. Donc, pour être clair, le Canada pourrait prendre le relais pour fournir des céréales à ces pays, ceux que vous avez nommés, l'Égypte, le Bangladesh, le Liban notamment. On regarde toutes les possibilités. C'est sûr qu'on n'a pas beaucoup en stock en ce moment parce que l'année passée, l'été on a fait face à une sécheresse dans l'Ouest, donc on n'a pas autant de stock qu'à l'habitude. Néanmoins, on essaie de voir de quelle façon est-ce qu'on pourrait peut-être produire plus cette année, si la nature est avec nous, pour pouvoir pallier à ce manque, pour pouvoir compenser et assurer la sécurité alimentaire dans certains pays qui sont plus durement affectés. Est-ce que cette guerre en Ukraine, ça pourrait avoir des opportunités, fournir en fait des opportunités d'affaires pour les agriculteurs canadiens, vous pensez? Je vous dirais qu'on n'ose pas voir ça comme une opportunité. Ce sont des alliés, des amis, les Ukrainiens. On leur souhaite le retour à la paix et qu'ils puissent reprendre leur production le plus rapidement possible. En même temps, on est choyé au Canada avec les ressources qu'on a, la capacité qu'on a. Donc, si on peut effectivement compenser et puis subvenir aux besoins de pays qui déjà sont dans une situation d'insécurité alimentaire plus facilement, on va le faire. Et c'est pour ça qu'on travaille de différentes façons, tant au niveau commercial qu'au niveau aussi de l'approvisionnement du programme alimentaire mondial. Donc, nos producteurs exportateurs de grains, entre autres, fournissent le programme alimentaire mondial pour les gens en Ukraine et pour d'autres crises dans le monde. Oui. Je vais vous entendre maintenant, Madame la ministre, sur la hausse des prix du blé, des céréales, de l'orge et de l'impact sur la hausse des prix de l'ensemble des aliments. Évidemment, avec la poussée de l'inflation qu'on vit présentement au Canada, le panier d'épicerie coûte de plus en plus cher. Si cette guerre en Ukraine se poursuit encore longtemps, et ça semble parti pour ça, est-ce que vous craignez que ça devienne de plus en plus difficile pour les personnes à faible revenu de se nourrir? C'est une réalité à travers le monde, cette poussée inflationniste-là, beaucoup due
suite à la COVID, entre autres, au fait que nos chaînes d'approvisionnement ont été bouleversées, qu'on fait face à une pénurie de main-d'œuvre. Et là, on ajoute cette guerre qui a un impact direct sur le coût de l'énergie, sur le coût du pétrole. Et quand on augmente les coûts du transport, c'est sûr que ça a un impact. Et quand on parle de certaines denrées, plus particulièrement, quand on perd des producteurs, quand on réduit l'offre, inévitablement, ça augmente les coûts. Donc, c'est sûr que c'est une question qui nous préoccupe. Et c'est pour ça qu'on a différents programmes, je dirais plus au niveau social, pour accompagner les gens à plus faible revenu, sans nécessairement pouvoir intervenir sur les prix du marché. Ouais. Pour ce qui est maintenant du problème avec les engrais qui sont utilisés par les producteurs agricoles ici au Canada, la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs d'engrais. En fait, des exportations d'engrais sont maintenant suspendues à cause de cette guerre. Ça vient bouleverser évidemment la production agricole un peu partout sur la planète. Quel est l'impact de ça sur les agriculteurs canadiens? Alors, on fait tout ce qu'on peut pour que les engrais qu'on avait déjà commandés en Russie, principalement, puissent parvenir au Canada, mais il y a un tarif de 35% qui est applicable. Donc, ça fait partie des mesures commerciales, des sanctions commerciales qu'on a prises contre la Russie. Mais on veut, d'autant plus qu'on espère que le Canada va pouvoir contribuer de façon plus significative pour combler un manque au niveau de certaines céréales. On va faire tout ce qu'on peut pour aider nos producteurs canadiens à avoir de bonnes récoltes cette année. Oui, parce que, ça coûte donc évidemment beaucoup plus cher pour les producteurs agricoles de s'approvisionner en engrais. Vous parliez tout à l'heure du coût de l'énergie, ça coûte plus cher, les coûts de production coûtent plus cher. Est-ce que votre gouvernement pourrait venir en aide aux producteurs canadiens? Vous parliez tout à l'heure des programmes sociaux pour la population canadienne, mais pour les agriculteurs canadiens. Oui, entre autres, on a apporté des modifications au programme de paiement anticipé. C'est un programme qui aide les producteurs agricoles au niveau de leur fonds de roulement. Ça leur permet d'avoir une avance en fonction des revenus projetés de la récolte. Alors, on a apporté certaines modifications pour qu'ils aient justement accès à plus d'argent plus rapidement pour être en mesure de payer leurs intrants. Dès ce printemps. On investit aussi à moyen terme et à plus long terme dans la recherche, dans l'innovation. Déjà, le Canada, on est un grand producteur d'engrais. Donc, de quelle façon est-ce qu'on peut aussi diversifier? De quelle façon est-ce qu'on peut développer des nouveaux engrais qui serait aussi moins générateur d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça fait aussi partie de la dynamique. Donc, on regarde pour s'assurer que nos producteurs ont ce qu'il faut à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Donc, le Canada pourrait exporter davantage d'engrais éventuellement. On en exporte déjà beaucoup et c'est souvent surprenant, mais le commerce se fait plus facilement du nord au sud entre l'Ouest canadien et les États-Unis. Et au niveau de l'Est canadien, on s'approvisionne plus de la Russie. Donc, il y a une dynamique, disons, au niveau de ce marché qui va être réétudié, qui est réétudié par les gens de l'industrie directement. En terminant, Madame la ministre, on apprenait que les ministres de l'Agriculture des pays du G7 vont se rencontrer au mois de mai pour discuter des impacts de la guerre en Ukraine. Qu'est-ce que vous espérez, vous, de cette rencontre? Alors, c'est l'occasion justement de voir la contribution que chacun peut apporter, de aussi réitérer des principes qui semblent simples mais qui sont extrêmement importants, comme de garder nos frontières ouvertes, de continuer un commerce ouvert, un commerce qui est basé sur la science, basé sur les règles. Donc, ça a l'air un peu théorique, mais en même temps, c'est extrêmement important et ça facilite cette sécurité alimentaire à travers le monde. Oui, parce que, évidemment, comme on le disait, le conflit est parti pour durer encore quand même un bon bout de temps. Marie-Claude Bibeau, je répète que vous êtes ministre fédérale de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, au revoir. Le gouvernement Trudeau s'est retrouvé encore une fois aujourd'hui sous les feux nourris de l'opposition aux communes pour sa réponse à la hausse de l'inflation au Canada. L'inflation, on le sait, a atteint un niveau record en 31 ans au mois de mars, avec une augmentation de 6,7 % sur une base annualisée. Alors, que penser justement de la réponse du gouvernement, mais aussi de la Banque du Canada face à l'inflation? Je pose la question au sénateur et économiste Clément Gignac. Bonsoir, Clément.
Bonsoir. On est donc aux prises avec un taux record d'inflation au pays en 31 ans depuis 1991. Est-ce que le gouvernement Trudeau a une part de responsabilité dans ça, comme l'affirme l'opposition? Mais je pense que les gouvernements, que c'est pas juste au Canada, on a le même problème à travers les pays de l'OCDE. Effectivement, les gouvernements ont mis beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités. Donc, oui, il y a une part de responsabilité qui provient du gouvernement, mais en même temps, comme le disait l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Poloz, on peut difficilement blâmer des pompiers d'avoir utilisé trop d'eau là, pour éteindre un incendie. Parce que, rappelons-nous, il y a 2 ans, là, l'alternative, c'était vraiment une dépression économique si les gouvernements ne bougeaient pas. Donc, oui, ils ont mis beaucoup de liquidités. Oui, il y a une certaine part de responsabilité. Puis ça prend quand même un plan de match pour retourner vers l'équilibre budgétaire. Donc, on est un peu en attente là-dessus. Mais je dirais que le gros responsable est probablement du côté plus de la Banque du Canada, qui, eux, ont les outils, puis c'est leur mandat principal que de viser la stabilité des prix. Donc, je pense que c'est plutôt du côté de la Banque du Canada. Oui. Puis on voit aujourd'hui qu'il s'est fait questionner le gouverneur de la Banque du Canada par les parlementaires à Ottawa. Là. Bon, on va y revenir dans un instant, mais je veux revenir avant ça sur le budget qui a été présenté à Ottawa par la ministre Freeland au début du mois d'avril. On le sait, il y avait beaucoup d'attentes sur les mesures pour faire face à l'inflation. Est-ce que le gouvernement Trudeau, à cet égard, a livré la marchandise, selon vous? Oui, parce que moi, j'aime mieux l'approche de la ministre Freeland, qui, contrairement, exemple, au ministre québécois des Finances, M. Éric Girard, lui, qui envoie un chèque à tous les Québécois, là, c'est quasiment 90% des Québécois qui reçoivent un chèque. Et ça stimule l'économie. En fait, exprimé en pourcentage du PIB, Esther, on dit que l'injection de liquidité de la part du gouvernement du Québec, c'est pas loin de 0,8% du PIB de l'économie, donc c'est quand même assez important. Or, à Ottawa, on n'a pas adopté cette approche-là. Au contraire, si on regarde, on a quand même, si on regarde sur un horizon de 5 ans, on parle de 0,2 à 0,3% du PIB, donc c'est pas très significatif là. On n'a pas stimulé l'économie outre mesure du côté fédéral. Par contre, on reste un peu sur des attentes parce qu'on aurait aimé quand même un plan sur le retour à l'équilibre budgétaire. Pour l'instant, Esther, c'est des projections qu'on va se rapprocher de l'équilibre budgétaire, mais ce n'est pas un engagement qu'on va atteindre absolument l'équilibre dans 4 ou 5 ans. Oui, comme vous dites, on est resté sur notre fin quant au retour à l'équilibre budgétaire. Bon, parlons-en maintenant du rôle de la Banque du Canada dans ça. Au mois d'avril, la Banque a relevé son taux directeur d'un demi-point de pourcentage, l'a fait passer de 0,5 à 1 Est-ce que la Banque du Canada, vous disiez tout à l'heure, a été grillée aujourd'hui, a trop attendu avant de relever son taux directeur? Ben, pour les gens qui le regardent, il faut bien penser là, qu'on a une économie qui tourne à plein régime, qu'on a une inflation qui est bien loin au-delà, comme vous avez mentionné, 6,7 %. En fait, c'est le plus élevé jamais observé au-delà de 20 ans. On devrait avoir un taux directeur qui se situe entre 2 et 3 % au moment où on se parle, parce qu'il y a le plein emploi, puis l'inflation est nettement au-dessus de la cible de 2 %. Or, on était encore avec un taux directeur de 1 % malgré la hausse de 50 points de base qu'on a reçue. Donc, la Banque du Canada est un peu en retard. Ça lui a pris du temps à se mettre en branle, en marche, et donc, on a du rattrapage à faire. Et c'est ce qui fait qu'on doit s'attendre maintenant à des hausses plus musclées à coût de 50 points de base. Il n'est plus ni moins confirmé aujourd'hui que c'est ça qui fera au prochain meeting. Si on veut s'assurer qu'on ramène l'inflation dans une zone de 2 à 3 %, on n'aura pas le choix. Il va falloir que le taux directeur, non seulement atteigne la zone de 2 à 3 %, mais si on se fie au passé, habituellement, il faut même que le taux directeur aille dans une zone restrictive pour avoir de l'impact sur l'inflation et sur les attentes inflationnistes. Donc, ce sera une année où on va observer quand même des hausses significatives de la part à la fois de la Banque du Canada et de la Réserve fédérale. Donc, on peut s'attendre à d'autres hausses du taux directeur au cours des prochaines semaines, des prochains mois, au cours de l'été, assez rapidement, là. Comme vous dites, il y a un rattrapage à faire. Ouais. C'est ça. Ça, c'est le taux directeur. Puis, il faut penser aux taux hypothécaires, les taux à moyen et à long terme, pour que là, le gouvernement a un autre outil, parce que la Banque du Canada n'avait pas juste fait, comme la Réserve fédérale, abaisser le taux directeur, mais il avait utilisé le bilan pour financer le gouvernement canadien. C'est pas loin de 300 milliards de dollars d'achat de titres du gouvernement canadien que la Banque du Canada a fait. Donc là, maintenant, on se met sur les lignes de côté qui fait en sorte que les émissions qui viennent à échéance, on les renouvelle plus. Donc, on estime que le bilan de la Banque du Canada va réduire de 40 % dans les 2 prochaines années. Et ça va influencer également les taux à moyen et long terme. Donc, c'est pas juste le taux directeur qui monte,
mais c'est également les taux sur les titres gouvernementaux et sur les hypothèques. Et ça affecte monsieur et madame tout le monde qui nous écoute. Évidemment, des impacts pour les consommateurs, les emprunteurs. Clément, est-ce qu'on peut dire que la Banque du Canada, finalement, a mal évalué les risques d'inflation au pays? Ça, c'est toujours difficile parce que c'est beau faire dans le fond, les gérants d'estrade, là, puis les conduire, les passagers arrière sur la banquette arrière qui se prononcent. C'est clair que, et aujourd'hui, je salue d'ailleurs la transparence et l'honnêteté, l'humilité du gouverneur qui admet que ça arrive des fois aussi qu'on peut faire des erreurs à la Banque du Canada. Donc, il admettait sur le bout des lèvres que peut-être qu'il avait tardé un petit peu trop. Vous savez, l'année passée, on entendait beaucoup parler, Esther, de reprise inclusive, que ce soit le président de la Réserve fédérale ou le gouverneur de la Banque du Canada qui parlait de reprise inclusive. Mais entre nous, c'est pas leur mandat. Leur mandat, c'est vraiment la stabilité financière à la Banque du Canada. C'est vraiment l'atteinte de la stabilité des prix. Donc, à quelque part, je pense qu'ils se sont un peu égarés. C'est plutôt le rôle des gouvernements de s'occuper des inégalités et de la reprise inclusive. C'est pas vraiment le rôle des banques centrales. Donc, on n'attendra plus parler de ça trop, là, des reprises inclusives. Et je pense qu'ils ont perdu un petit peu de temps, ils ont perdu un peu le focus. Et avec le recul, évidemment, on ne peut pas les blâmer de la guerre avec l'Ukraine. Ça, personne ne peut prédire ça. Mais les chaînes d'approvisionnement, on sait qu'on avait déjà des problèmes structurels. Il y avait des accélérations du côté des salaires. Donc, ils ont perdu un peu de temps, mais c'est pas perdu. Je pense pas qu'il est trop tard. On accélère les hausses de taux. Et là, l'enjeu, ça sera de pas non plus les monter trop haut pour ne pas déclencher une récession. Parce que là, à ce moment-là, on n'est pas plus avancé. Puis ça veut dire qu'on n'aura pas tiré l'expérience du passé. Parce que, justement, vous parlez de la guerre en Ukraine. C'est une guerre qui s'étire. On entre aujourd'hui dans le 3e mois du conflit en Ukraine. On parle de plus en plus, vous dites, des risques d'une récession mondiale. Canada qui en serait affecté. Jusqu'à quel point ça vous inquiète que ces risques de récession? Bien, les probabilités, Esther, d'une récession ont augmenté. C'est encore un scénario alternatif au moment où on se parle, je vous dirais. Mais disons que c'est plus des probabilités de 10-15 là. C'est des probabilités autour de 30-35 d'une récession parce que c'est pas juste le prix du pétrole, c'est pas juste le prix du gaz naturel, c'est le prix du blé également. Donc, plusieurs ont été infectés. Il y a également la politique COVID-0 de la Chine qui affecte les chaînes d'approvisionnement. Et là, maintenant, on voit des accélérations de salaire. Puis l'histoire démontre que quand les salaires se mettent à accélérer, ça devient plus dur de réduire à ce moment-là l'inflation. Donc, pour tout ça, on parle d'une probabilité de 30-35 comme l'ancienne présidente de la Réserve fédérale, Mme Janet Yellen, aujourd'hui la secrétaire américaine du Trésor, dit « ça prend de l'expertise de la part de nos banquiers centraux, puis un petit peu de chance également pour s'assurer qu'on va avoir un prolongement de cycle économique. » pour s'assurer qu'on n'aura pas de récession. Donc, on se croise les doigts, mais à quelque part, il faut qu'on se mette, on accélère le tempo, parce qu'au moment où on se parle, la politique monétaire, tout comme la politique fiscale, Esther, sont encore expansionnistes, et il faut aller vers des politiques plus restrictives maintenant pour s'assurer de mater l'inflation. Oui, et comme vous dites, entre-temps, on se croise les doigts. Clément Gignac, sénateur et économiste, merci beaucoup de vos lumières, c'est toujours très apprécié. Merci. Au plaisir. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce lundi 25 avril sur la colline parlementaire à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.